m'appelle Caroline Isard, je suis chercheuse en sciences sociales à l'Université de Lausanne. Je suis rattachée à l'Institut d'histoire et d'anthropologie des religions et au laboratoire THEMA. Et donc, mes recherches en tant qu'anthropologue portent sur les méthodes psychocorporelles, notamment le yoga et la méditation. Donc, je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter un petit peu les transformations dans les pratiques psychocorporelles, plus spécifiquement sur la question du yoga et de la méditation, pendant cette période de pandémie. Alors, évidemment, ça peut paraître comme une question un petit peu secondaire, notamment face à d'autres questions d'anthropologie de la santé, face à la pandémie, face au virus, mais je pense que c'est quand même une question assez intéressante parce que ça permet d'éclairer d'autres formes de pratiques et des réalités sociales. Donc tout d'abord, je tiens à souligner que mon corpus d'informations est lié à une revue un petit peu systématique de presse spécialisée, d'articles de journaux quotidiens, mais aussi de blogs, et j'ai recueilli une centaine d'articles sur ces questions-là. Donc déjà, il y a eu véritablement un intérêt important médiatique sur le fait d'utiliser le yoga et la méditation. Donc le premier constat, c'était justement que ces méthodes étaient valorisées pour leur dimension de bien-être, de détente, de lutter contre le stress, ou pour le yoga, un peu comme la gymnastique, pour se maintenir en forme. Donc là, il y avait véritablement le travail sur les représentations dans les médias était déjà très intéressant par rapport à ça. À ce travail s'est ajouté une trentaine d'entretiens semi-directifs, notamment avec des personnes que je suis depuis 2013, sur les questions de yoga et de méditation, mais aussi auprès d'autres personnes qui n'avaient jamais pratiqué ces méthodes ou d'autres méthodes psychocorporelles. Donc j'aimerais à présent vous présenter très brièvement quelques petits résultats de cette brève étude. Donc tout d'abord, habituellement, les caractéristiques sociales des personnes qui pratiquent le yoga et la méditation peuvent se résumer à la lumière de mes travaux, mais aussi d'Anne-Cécile Oyer ou des travaux de Véronique Alglas, Suzanne Newcombe, avec certaines catégories sociales, c'est-à-dire généralement il y a à peu près 2/3 de femmes, la moyenne d'âge est autour de 40 ans, ce sont des personnes issues de milieux sociaux élevés, supérieurs, voire moyens, et ayant fait des études supérieures. Donc, face à ces catégories sociales, il était intéressant déjà de constater qu'il y a eu une forme de changement, tout d'abord parce que grâce à l'utilisation de nouvelles matérialités, des cours gratuits sur Internet notamment, il y a de plus en plus de jeunes. Donc la population, d'ailleurs, une enquête a été menée par Ipsos qui a révélé que normalement les jeunes pratiquent une activité corporelle à raison de 2-3 fois par semaine, mais justement, le fait de ne pas pouvoir aller à l'extérieur, courir, faire de la natation ou d'autres activités, ont amené d'autres types de populations à pratiquer justement ces méthodes psychocorporelles. À cela s'ajoutent par exemple d'autres champions de haut niveau qui étaient presque des représentants, qui se sont retrouvés à justement se faire des sortes de défis, de challenges pour pratiquer le yoga et la méditation. Et donc on voit véritablement qu'il y a eu un changement dans les habitudes. À ça s'ajoute que généralement, les personnes qui pratiquent le yoga et la méditation sont des professionnels qui travaillent beaucoup dans le champ de la santé ou dans le champ du social. Or, ce sont deux catégories de personnes qui ont été particulièrement mobilisées, évidemment, pendant cette pandémie, donc qui n'ont pas du tout pu pratiquer le yoga ou la méditation. Inversement, des personnes justement autour de 40 ans, qui sont mariés, qui ont des enfants, ont aussi vu leur pratique habituelle de yoga totalement transformée. Donc on voit qu'il y a des
nouvelles personnes qui ont pratiqué, d'autres qui pratiquent habituellement qui n'ont pas du tout pratiqué, et finalement, ceux qui pratiquent habituellement, qui sont plutôt des célibataires ou des personnes un peu plus âgées, ont, elles, toutes, en tout cas toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à la petite échelle de cette étude, intensifié leur pratique, au point de pratiquer quasiment tous les jours. Alors, on peut se demander finalement à quels besoins ça répondait. Donc, beaucoup ont pu évoquer l'occasion, justement, d'une remise en question, d'approfondir ou d'explorer des questions qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire. D'autres personnes disaient véritablement que c'était le moment dans la journée où ils pouvaient finalement communiquer. Donc, Internet devenait une forme de lien social. Et d'autres personnes évoquaient justement des stress ou des angoisses ou des difficultés liées à cette situation exceptionnelle et qui les ont donc poussées à pratiquer, à intensifier leur pratique. Donc la première conclusion, c'est justement cette transformation un peu probablement temporaire des caractéristiques sociales des personnes qui pratiquent ces méthodes psychocorporelles. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un phénomène lié au fait que de nombreux professeurs de yoga, jusque-là, étaient particulièrement réticents à l'utilisation de toutes ces plateformes-là, puisque ça transforme totalement la relation, les méthodes d'apprentissage. Et par contre, l'introduction de toute cette matérialité, des cours par Zoom, d'Instagram, de Facebook, de toutes les plateformes qui ont pu se mettre en place pour avoir différents types de cours en ligne, a permis d'avoir une offre commerciale déjà supplémentaire, mais aussi à transformer la relation. Et notamment, il était intéressant de voir que de nombreuses personnes évoquaient la possibilité de pratiquer en simultané avec des gens qui étaient dans des espaces géographiquement parfois très éloignés, certains professeurs étant à Paris, par exemple, et pouvaient avoir des élèves dans d'autres pays, notamment. Il y a eu des manifestations comme des méditations, avec plus de 250 personnes qui méditaient tous ensemble. Donc, tous ces mouvements-là montrent aussi par cette matérialité, justement, des rapprochements, quelque part un petit peu de l'espace-temps qui change aussi les relations et les modes d'apprentissage. Donc ça, je pense que c'est aussi une deuxième conclusion qui semble intéressante par rapport à cette étude. Par contre, évidemment, il s'agit de savoir à l'avenir quelles peuvent être les conséquences que tout cela va pouvoir avoir, puisque justement, ça risque à nouveau de se transformer à travers le retour, on va dire, à l'activité normale. Donc cette étude a mis en lumière quelques spécificités dans les transformations des activités psychocorporelles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.